Bonjour à tous. J'aurais bien préféré être parmi vous ce week-end, mais bon, quelques événements familiaux ont fait qu'il valait mieux que je revienne en Belgique après la plénière. Alors, mais les considérations que je vais exprimer ne sont pas vraiment sur le même plan que celui des premiers exposés, parce que, un, je ne suis pas juriste, deux, je suis législateur, et donc je ne suis pas juge non plus. Donc le point de vue que j'ai exprimé est un point de vue plus politique et j'avais été interpellé dans votre premier message, Monsieur Robert, par cette espèce de procès en dépolitisation que vous faisiez. Alors c'était pas un procès, mais en tout cas vous indiquiez qu'on pouvait avoir une perception du Parlement comme étant une institution dépolitisée. Donc je vais faire de cela ma question de départ. Je pense que surtout lorsqu'on prend une perspective française, et c'est ma première considération, on peut avoir l'impression en effet qu'on a évacué la conflictualité du Parlement européen parce qu'il procède d'un système politique qui est assez éloigné du système politique en vigueur en France, en tout cas pour toutes les élections, je dirais, nationales, et qui est je vous le rappelle, c'est un système politique qui est une monarchie élective, mais qui, plus généralement, est basé sur des scrutins uninominaux, qui donc nourrissent une attitude politique qui est par essence conflictuelle. D'ailleurs, on le voit bien maintenant avec une Assemblée nationale sans majorité absolue du camp présidentiel, eh bien, il est très difficile de faire du compromis, tout simplement parce que ce n'est pas dans les mœurs. Et il fait que le Parlement européen procède d'élections à la proportionnelle, ce qui est le cas d'ailleurs dans la plupart des États membres de l'Union, et donc le mode normal de fonctionnement du Parlement européen pour trouver des accords sur les textes juridiques qu'il adopte est un mode qui ressort de la négociation et du compromis. Et donc forcément, la conflictualité, surtout pour un regard français, semble avoir été évacuée, sauf qu'elle n'a pas été évacuée. Elle se situe simplement dans des enceintes qui sont relativement peu visibles, qui sont celles des commissions parlementaires où le travail législatif s'élabore, et plus encore dans les groupes de travail qui sont affectés à chacun des textes législatifs. Ces réunions ne sont, les réunions des commissions parlementaires sont diffusées, mais les réunions des groupes de travail ne le sont pas. Et donc tout le processus qui permet d'arriver à un compromis, et qui est un processus où on gère le conflit, est un processus qui se passe en tout cas loin des regards du public. Et par ailleurs, lorsque le Parlement a adopté une position et qu'il négocie avec le Conseil pour arriver à un compromis final, là aussi les trilogues se passent en dehors du regard public. Il est évident que si la conflictualité s'exprime assez bien dans les réunions où on confronte les points de vue en vue d'arriver à un compromis, lorsque le compromis est atteint, l'ensemble des forces politiques qui portent ce compromis se réjouissent de ce compromis et donc mettent l'accent plutôt sur les points d'accord que sur les points de désaccord. D'accord. Donc le fait que nous vivions dans un système politique qui résulte de la proportionnelle fait que la conflictualité, en tout cas, ne se vit pas de la même manière qu'elle se vit dans un système de scrutin uninominal, qu'il soit à un ou à deux tours, où la conflictualité est beaucoup plus forte et d'habitude structurée en deux pôles politiques dominants. C'est un premier aspect, il est important parce que jusqu'ici, et c'est ma deuxième considération, la conflictualité a quelque part été gommée ou anesthésiée par le fait que les unes après les autres, les principales familles politiques qui ont structuré l'espace politique européen, je pense au Parti populaire européen, donc les conservateurs en France, les républicains, euh, son auxiliaire, en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le groupe des conservateurs et réformistes qui avait été formé par scission du PPE par les conservateurs britanniques à l'époque, suivi par les sociodémocrates et
les deux étant inspirés plutôt par le troisième groupe qui est le groupe libéral. En fait, ces trois groupes politiques ont, au fil des années, adopté la doxa néolibérale, ce qu'on a appelé à juste titre la pensée unique, qui consistait à dire, en fait, et Emmanuel Macron a utilisé d'ailleurs ces expressions à plusieurs reprises, en fait, il y a une seule politique à mener, c'est une question d'efficacité. Donc le seul débat qu'on peut avoir, c'est la vitesse à laquelle on va exécuter ces politiques, mais en tout cas, il y a une seule vision de la politique, en particulier de la politique économique, qui est quand même un gros morceau des compétences européennes. Et donc, dans la mesure où ces trois familles politiques, PPE, sociodémocrates et libéraux, constituaient à trois quelque chose comme 70-80% du Parlement européen, en effet, on pouvait avoir assez légitimement l'impression qu'en fait, ils étaient tous d'accord et que c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Et donc, les deux aspects combinés, l'aspect institutionnel, l'aspect lié au système politique, mais aussi les choix idéologiques faits par les principales familles politiques européennes, ont en effet pu donner l'impression que toute conflictualité avait disparu. Alors, aujourd'hui, on se trouve dans un contexte un peu différent, dans la mesure où les différentes oppositions à ce bloc de la pensée unique se sont manifestées. Alors, on peut penser essentiellement à trois pôles. Le pôle que je représente, le pôle de l'écologie politique, qui n'est jamais rentré dans ce club politique-là, le club de la pensée unique, mais qui ne pesait pas grand-chose. Je veux dire, on est passé de 5 à 10% du Parlement européen, ce qui permet de faire entendre une voix un peu plus forte. La famille des droites radicales, des nationaux populistes à droite et de la gauche radicale à gauche, l'ensemble de ces familles politiques ont commencé à réintroduire, en tout cas dans le débat public, mais aussi dans la constitution de majorité autour de textes juridiques, ont contribué à réintroduire une dose de conflictualité beaucoup plus visible. Si vous assistez au débat en plénière au Parlement européen, vous entendez autour par exemple, du débat sur le discours d'État de l'Union qui a lieu en septembre et donc qui vient d'avoir lieu, on entend dans la bouche de différents chefs de groupes parlementaires des visions assez différentes. Ce qui peut d'ailleurs surprendre, et c'est un troisième point, c'est une forme de conflictualité que je dirais théâtrale, qui est réintroduite. Alors c'est une conflictualité théâtrale qui est à la fois interne au Parlement européen, et je vais reprendre l'épisode du discours sur l'état de l'Union pour illustrer mon propos. Vous avez le chef de groupe du PPE, donc le principal parti, enfin le premier parti du Parlement européen, qui s'adresse à la présidente de la Commission qui est issue de la même famille politique et qui fait entendre un discours quasi d'opposition. C'est évidemment un peu surprenant quand on sait que le groupe parlementaire PPE soutient la quasi-totalité des textes qui sortent de la Commission européenne. Mais on est là dans une théâtralité qui est liée à l'approche de la campagne électorale et aux besoins des uns et des autres de se démarquer de manière à bien faire apparaître les différences entre les différents groupes politiques. Une autre conflictualité que je considère comme théâtrale et que vous, juristes, pourrez considérer comme plus substantielle, c'est la conflictualité interinstitutionnelle. Je vais prendre un exemple. On vient de vivre un épisode par lequel la Commission européenne a voulu proposer des mesures à adopter en urgence avant l'hiver pour limiter l'impact de l'explosion des prix de l'énergie. Ce paquet a fait l'objet d'une proposition législative sur la base de l'article 122 qui en fait est un article qui traite des situations d'urgence. Alors c'est un article qui prévoit que seul est compétent pour l'adoption de ces mesures le Conseil et pas le Parlement. Et donc le Parlement s'est évidemment insurgé contre le fait qu'il a été tenu à l'écart. Alors on peut considérer que c'est une conflictualité basée sur des principes, et je peux jusqu'à un certain point suivre cela, sauf que quand on regarde la pratique du Parlement européen, je dirais dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par les traités, eh bien je constate que bien souvent, le Parlement européen n'ose pas aller au conflit. Je l'ai observé à plusieurs reprises, ça fait maintenant 13 ans que je suis député européen. Souvent, même lorsque le Parlement européen
peut créer un blocage, et je pense en particulier à la procédure budgétaire, en refusant d'adopter un budget, le Parlement européen peut contraindre la Commission pour l'exercice budgétaire suivant à fonctionner avec des douzièmes provisoires. Autrement dit, de geler le budget dans sa situation, dans son architecture de l'année précédente. Souvent, le Parlement européen, lors de la négociation budgétaire, roule des mécaniques, fait de la musculation pour ensuite s'écraser complètement, au motif que, oui, mais si on ne parvenait pas à un accord budgétaire, on dirait que c'est la faute du Parlement. Moi, je dis toujours, s'il n'y a pas d'accord entre deux institutions, c'est que les deux institutions n'ont pas pu se mettre d'accord. Ce n'est pas parce que l'une était d'accord avec elle-même et l'autre n'était pas d'accord avec la première. Ça, ce n'est pas la négociation politique. Et donc, je constate que bien souvent, les insurrections interinstitutionnelles du Parlement, que ce soit vis-à-vis de la Commission ou vis-à-vis du Conseil ou des deux, sont des insurrections de façade. Et donc qui ressort plutôt de la théâtralité, et je dirais que ça ne contribue pas à la crédibilité du Parlement, parce que je pense que pour beaucoup de concitoyens, qu'une institution se batte pour ses prérogatives, c'est simplement les querelles de pouvoir qu'on observe à tous les niveaux de la vie politique, et donc tout ça n'a rien de très glorieux. Et donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que lorsque une conflictualité se justifierait sur le plan politique, elle ne s'exprime pas, et au contraire, lorsqu'il faut faire de la gesticulation pour créer une conflictualité qu'on n'assume en réalité pas, là par contre on fait beaucoup plus de bruit. Et donc ça fait partie aussi de ce qui peut contribuer à un déficit de crédibilité du Parlement européen. Dernière considération que je voudrais faire de manière à récupérer peut-être un petit peu de temps, c'est une considération plus générale qui m'habite de plus en plus. Donc, mon point de départ est, si vous voulez, les campagnes électorales pour le Parlement européen qui sont d'un ennuyeux total, en tout cas en Belgique. Je vais penser à la dernière, celle de 2019. On était les représentants de 5 familles politiques à être souvent confrontés en débat. Et j'avais l'impression qu'on était tous d'accord sur tout. Il fallait taxer le transport aérien, il fallait changer l'orientation des traités de libre-échange, il fallait contrôler le secteur financier beaucoup plus, etc., etc. Et donc on a l'impression, en effet, des libéraux à l'extrême gauche, tout le monde dit la même chose. Oui, sauf que, évidemment, la pratique est très différente et que, bien souvent, comme je dis, tout le monde défend la veuve et l'orphelin, sauf que la veuve et l'orphelin ne se trouvent pas très bien pour le moment, et donc probablement, la réalité des choses, c'est que tout le monde ne défend pas la veuve et l'orphelin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important pour moi de rendre visible les différences d'options politiques de manière à ce que le citoyen puisse choisir en connaissance de cause et donc puisse avoir une perception des choix, en tout cas des alternatives politiques qui se présentent à lui ou à elle, de manière à pouvoir faire un choix en connaissance de cause. Et donc tout cela m'incite à marquer les différences politiques de manière plus forte, et cela d'autant plus que, comme vous le savez, on nous dit souvent, à nous les Verts, vous savez, aujourd'hui tout le monde est devenu écolo et donc vous ne servez plus à rien. Moi je dis toujours, tout le monde est devenu écolo pour autant qu'être écolo ne coûte rien à personne. Dès que la transition coûte quelque chose à quelqu'un, là subitement, la plupart des écolos autodéclarés s'égaillent dans la nature comme une volée des tourneaux. Et donc il est important pour moi de pouvoir montrer les différences. Par ailleurs, lorsque, de nouveau pour reprendre les thèmes liés à la transition écologique, on dit il faut que la transition écologique ne laisse personne sur le côté de la route, c'est quelque part évacuer une véritable conflictualité qui résulte du fait que l'épuisement de la planète résulte d'un système économique qui est construit sur la prédation, sur l'exploitation à la fois de la planète et du vivant. Il est évident que cette exploitation, enfin ce système économique a des bénéficiaires, sinon il ne fonctionnerait pas. Et donc il faut reconnaître que la transition écologique et solidaire ne se fera pas sans que les bénéficiaires du système économique actuel ne se retrouvent du côté des perdants. Et il faut assumer cette conflictualité. On ne peut pas faire semblant que la conflictualité n'existe pas. On ne peut pas en tout cas à la fois satisfaire Davos, satisfaire la planète et satisfaire les 99% de l'humanité. Ça, c'est juste pas possible.
Et donc là, il faut assumer le conflit. Et d'un autre côté, et c'est là que je sens la tension qui nous appelle en tout cas, nous politiques, à être extrêmement prudents, c'est qu'on ne peut pas ignorer la tendance accélérée de nos sociétés à se polariser entre le camp du bien et le camp du mal, et évidemment chacun trouvera le camp du bien à sa porte et démonisera le camp du mal. Et cette polarisation est quelque part en fait la négation de la démocratie, puisque elle érige en fait en mode de fonctionnement normal le conflit à mort, puisque l'ennemi, il faut l'anéantir. Or, nous vivons dans des sociétés qui sont diverses et le vivre ensemble n'est possible que si on est justement capable de faire du compromis. Et ce que je vis en tout cas, et c'est la perspective que je prends pour les 20 derniers mois de mandat qui me restent au Parlement européen, c'est d'essayer de trouver la ligne de crête entre le fait d'assumer la conflictualité des choix politiques que nous avons à faire et néanmoins de ne pas démoniser tous ceux qui ne pensent pas ou qui n'ont pas à 100% la même vision que moi. Alors bien sûr, il y a un socle démocratique qui me semble non négociable, mais au-delà, il est évident que personne n'ayant la solution intégrale à la transition écologique et solidaire, ça doit être un exercice d'intelligence collective qui forcément va mettre aux prises des personnalités et des forces politiques qui n'ont pas une identité de vue sur tout. Sinon, nous serions dans un régime absolutiste, enfin plutôt autoritaire ou en tout cas où aucune diversité n'est possible. Et donc, comment gérer cette tension entre la nécessaire visibilisation de la conflictualité sans tomber dans l'outrance de la polarisation sans limite, ça c'est l'exercice auquel doivent se livrer les politiques. Je vous remercie.